Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours une heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Guy Ménard à l'animation, accompagné de Antoine à la régie. Mais là, il ne peut pas me dire bon matin parce qu'il n'y a pas son micro. Mais Robert Daudelin, lui, peut me saluer. Bonjour, oui, Robert. Ben, bonjour, Guy. Et toute l'émission de cette semaine va être consacrée à la 28e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Nous allons rencontrer Nadine Gomez afin de discuter de Chroniques d'une ville, Jonah Malak, mais où va-t-on, Coyote? Et nous recevons en ce début d'émission Sylvain L'Espérance. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Sylvain. Afin de parler de marche commune. Et Sylvain, je vais commencer par une question qui a l'air un peu idiote. Le titre, ton titre m'intrigue. Et j'ai pas de problème avec le film, j'ai pas de problème avec le titre, mais je voudrais que tu m'en dises davantage. Le mot commune associé à marche, qu'est-ce qui se passe? Ben, en tout cas, on pourrait dire que marche serait le motif du film et commune l'objectif, ou communauté l'objectif. La promesse de communauté qu'il y a dans le cinéma serait le guide qui m'a accompagné dans le film. En même temps que cette promesse-là est traversée par toutes sortes de difficultés, puis c'est ce que le film montre, c'est-à-dire c'est pas si simple que ça de créer une communauté, de l'atteindre, et on pourrait dire que chacun des marcheurs traverse cette idée-là. Ouais. Ça m'éclaire, oui. Ouais. Parce qu'effectivement, dans le film, il y a des individus qui marchent vers d'autres individus. Il y en a qui courent, qui accélèrent pour échapper à des individus. Mm-hmm. Il y a des marcheurs qui se regroupent aussi, effectivement, parce que moi, face au film dans lequel je suis entré facilement, ça devenait rapidement comme un essai sur la marche. Et la marche, surtout, c'est quelque chose de formidable et d'important dans nos vies. Je m'y retrouvais très bien, mais je voyais, tu ouvrais toutes sortes de pistes de toute façon. Oui, c'est ça. C'est à la fois peut-être, oui, un essai sur la marche, mais c'est surtout un essai sur la marche au cinéma. Comment le cinéma a mis en scène des marcheurs. Et pour moi, c'était une manière d'entrer dans l'histoire du cinéma, peut-être pas tant dans l'histoire du cinéma que dans la mémoire du cinéma, d'entrer dans la mémoire du cinéma par un geste qui est commun à nous tous, qui est celui de marcher, puis comment le cinéma, lui, a filmé des marcheurs. À travers toutes sortes de motifs qui ont organisé le film au départ, qui étaient, par exemple, comme une série de marcheurs en travelling ou une série de marcheurs dans des escaliers, montent des escaliers, descendent des escaliers. Traverse des ponts. Traverse des ponts, oui. En me disant, si j'organise tout ce bagage-là, tous ces fragments-là, si je les organise par des motifs, il va se dégager quelque chose qui appartient à la fois à la mémoire du cinéma et à une communauté existentielle, on pourrait dire. C'est ça qui me motivait dans l'organisation première. Parce qu'à la base, tu explores des archives, une partie des archives du cinéma mondial pour, dans le fond, retrouver en des moments de marche. Puis c'est intéressant quand tu parlais de mise en scène, parce que ce qui m'a énormément frappé, c'est qu'en fait, il y a deux choses qui s'est produit lors du visionnement. C'est qu'au début, j'ai joué un jeu. J'ai tenté finalement de retrouver l'origine de tes archives. Et très honnêtement, je me suis aperçu que ça servait à rien. Parce que, oui, on reconnaissait quelques moments, mais souvent, on avait oublié ces moments. Et par la suite, je me suis dit, tous ces moments un peu anodins, ces moments dans un film qui ont peu d'importance, retrouvent leur sens, mais à travers la mise en scène. C'est comme si tu étais arrêté uniquement à la mise en scène, puis que tu avais joué avec cette mise en scène pour nous dire, regardez, même dans les moments les plus anodins, il y a encore du cinéma ici, et moi, je vais récupérer ça pour vous le donner à voir. En fait, il y a 2-3 choses par rapport à ce que tu dis. Je cherchais des marcheurs anonymes et je cherchais à travailler à partir de films
que pour la très grande majorité, je ne connaissais pas. J'ai collaboré avec Marie-Claude Loisel, qui a fait une bonne partie de la recherche, puis la demande que je lui faisais dans les prémices, c'est de dire faut travailler à partir de films qu'on ne connaît pas. Une certaine manière de m'opposer à Animal Macula, où là, je partais de films très connus en disant on part d'une mémoire commune de la présence des animaux. Là, je me disais, il faut travailler à partir de marcheurs anonymes pour l'essentiel. Et quand il y a eu un bagage suffisamment important de marcheurs anonymes et de films que je ne connaissais pas, je me suis permis d'en ajouter quelques-uns juste pour dire aux gens, vous êtes en territoire connu aussi. Mais ça me semblait assez délibéré. Par exemple, il y a évidemment plein d'acteurs célèbres qui ont marché dans plein de films, mais ça, c'était clair pour moi que tu avais mis ça de côté. Ouais. Parce qu'on voit Gregory Peck rapidement, Bogart pour ceux qui reconnaissent sa voix plus que sa tête. Puis moi, j'ai reconnu Jacques Spicer parce qu'il vient d'un film peu connu, mais très important pour moi. Mais autrement, j'ai pas joué ce jeu-là. J'ai même pas... j'ai tout de suite passé ailleurs. Et je pense que c'était prudent de ta part pour nous amener à réfléchir dans le sens que tu voulais qu'on voit ton montage. En fait, oui, c'est un peu l'idée de contrer ce réflexe naturel qui aurait été celui de chercher à identifier les films. Mais aussi, dans l'idée de marche commune, il y a l'idée de presque de banalité de la marche, banalité de la vie. On se déplace dans la ville mais de chercher dans chacun des plans quelque chose qui appartient au cinéma. C'est-à-dire que il y a un travail de mise en scène dans les films, et pour moi, c'était une vraie découverte de voir des films que je connaissais pas, mais je me disais, mais quand même, il y a un cinéaste derrière chacun des plans qui est là dans le film. Et dans le montage, j'ai cherché d'une certaine manière, à mettre à distance toute forme d'intentionnalité. Puis j'ai développé toutes sortes de stratégies pour monter le film. Par exemple, au fur et à mesure que je recevais les plans, que je les intégrais dans la table de montage, je les notais par une série de mots-clés de manière assez précise. Et pour, après ça, dire par une commande au logiciel, sors-moi tous les plans de nuit. Et là, je suis arrivé avec à peu près, disons, pour les plans de nuit, à peu près 1h30 de matériaux. Et mon travail a été plus un travail d'extraction des films, d'enlever les films qui ne m'intéressaient pas ou les plans qui ne m'intéressaient pas. Et de là est émergé une sorte de déambulation dans la nuit, mais qui n'est pas du tout la volonté de dire quelque chose de précis. Il y a une déambulation, puis dans le film, il y a cette idée-là d'une forme de dérive qui me rappelle cette idée qu'avaient les situationnistes. Guy Debord a écrit un texte qui s'appelle « La théorie de la dérive », où les situationnistes pratiquaient des mises en situation où ils traversaient la ville en se laissant uniquement guider par des atmosphères, dans la volonté de briser la fonctionnalité de la ville. Puis pour moi, il y avait, en faisant référence à ça, à cette idée-là, c'est comme de briser la fonctionnalité narrative des films pour en arriver à une forme de déambulation, de dérive à la fois dans les films, à la fois dans les espaces que chacun des films nous amène à découvrir. Non, mais de fait, le montage du film est très astucieux parce qu'il y a une fluidité dans ce film-là. Je cherchais comment, tu viens, je pense, de me donner la réponse à ce que je cherchais en voyant le film, comment on passe d'un extrait à un autre avec cette harmonie-là. Et ça, c'est très présent dans la beauté organisationnelle du film. Ben, en fait, oui, c'était vraiment quelque chose que je cherchais. Puis évidemment, c'est un travail de longue haleine, de correspondance des fois entre les plans. Tu te dis, OK, quelqu'un peut entrer dans le cadre et sortir de l'autre cadre. Puis si j'arrive à lier ces plans-là,
peut-être que j'arrive justement à cette idée-là de communauté. Tu sais, on est né, nous, enfin, moi, je veux dire, on est né, et puis j'ai eu 20 ans, avec cette idée-là qu'il y avait, tu sais, avec la chute du mur de Berlin, qu'on s'en allait vers une communauté internationale, mondiale, plus égalitaire. Et puis, ce rêve-là, c'est décomposé, puis on vit plutôt dans les ruines de ce rêve-là. Mais avec le cinéma, je me disais, mais il faut réactualiser cette idée-là d'une communauté. Et comment cette communauté-là, ben, c'est une communauté qui traverse tous les continents. Les quelques fois où tu utilises la langue, est-ce que c'est aussi de ce point de vue-là que tu le fais? En fait, la langue, j'ai conservé les plans où il y avait des voix off dans le film. Puis souvent, dans le montage, ces plans-là, je les ai montés vraiment au niveau du climat. J'avais pas les sous-titres. Il y avait des films où il y avait des textes en français, en anglais, ça allait. En espagnol, ça allait un petit peu, mais en russe, là, j'étais complètement perdu, mais j'aimais le climat et j'ai monté des séquences avec ces voix off-là, en me disant, est-ce que ça tient la route? Et si ça tient la route, au niveau du montage, c'est beau. Et seulement à la fin, je suis allé voir pour m'assurer qu'il n'y ait pas de contresens. Mais oui, l'idée de traverser le film, c'est un peu comme quand tu traverses n'importe quelle ville. Tu vas marcher dans le centre-ville de Montréal, tu vas croiser plein de gens qui vont parler plein de langues. C'est comme des fragments de récits que tu accueilles et dans une forme de communauté involontaire. Et j'aimais ça, cette idée-là, que le film soit habité par plusieurs langues, mais que ça ne soit pas le sens précis qui soit le guide du film. Mais pour moi, c'est la force de ton film, c'est que à travers ce geste, la marche, c'est comme une représentation de l'humain. Hein? Ouais. Parce qu'à la base, on apprend très jeune à marcher et c'est la première chose qu'on développe. Et tu as réussi à transposer ça dans une genre de mémoire à la fois consciente et à la fois inconsciente. Ouais. Parce que à travers ces fragments-là, on est aussi presque en marche intellectuelle en regardant ton film. Là. Oui, c'est le cas, c'est vrai. Il y a comme cette idée-là de conscience et d'inconscience, pour moi, elle joue entre volonté et non-volonté. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont apparues dans le film, puis je me suis laissé guider par ce qui est apparu, puis c'est comme si la marche, au départ, elle est très rationnelle, et puis à un moment donné, on tombe dans une espèce de domaine qui est de l'ordre du rêve, et aussi du cauchemar. Les deux cohabitent, mais ça, c'est vraiment apparu dans le montage, puis je l'ai accueilli avec bonheur, parce que là, je me dis, ah oui, on part de la marche, mais finalement, c'est comme une plongée dans la psyché humaine, psyché du cinéma, et puis voilà, on est... Tu sais, par exemple, je te donne un exemple, la descente des marches. Oui. On descend des marches on suit 7-8 personnages qui descendent des marches pendant quelques minutes. Et puis, à un moment donné, le dernier plan, c'est quelqu'un qui descend au creux d'une mine. La mine est en feu, donc il y a de la fumée qui enveloppe le plan. Cet homme-là disparaît dans la fumée. Les plans qui émergent après, pour moi, c'est comme si on était allé dans le monde des morts, dans l'Hadès, et puis à partir du moment où tu tombes dans le monde des morts, il n'y a plus rien de rationnel. C'est-à-dire que les plans qui apparaissent à toi sont des plans de la mémoire des morts. C'est comme des morts qui viennent vers toi et puis qui viennent c'est à la fois te conseiller, mais il y a aussi beaucoup d'inquiétude dans ces présences-là. En fait, il n'y a plus rien de rationnel. Là. On est vraiment dans l'inconscient du cinéma, c'est ça. Mais il y a aussi le fait que l'espace où ces gens-là marchent, c'est l'espace du cinéma, qui est un espace abstrait en soi, qu'on oublie toujours à cause du phénomène d'identification que le cinéma classique ou standard pratique abusivement. Mais là, comme ces gens-là, on les connaît pas, on sait pas où ils vont,
pourquoi ils courent ou pourquoi ils accélèrent leur marche. On est plus conscient de l'espace abstrait du cinéma. Oui. Puis c'est des espaces, en fait, c'est ça. Il y a une vraie... je reviens à la notion de dérive, là. C'est-à-dire comment relier des espaces qui ont aucun lien entre eux, mais par le simple figure. C'est comme si on suivait un personnage en pleine métamorphose. Oui. D'un plan à l'autre, on suit le même personnage qui se métamorphose. Des fois, il devient double, des fois, il devient multiple. Il revient à une solitude. Il y a un moment de joie, mais tout ça nous permet de traverser toutes sortes d'espaces. Puis c'est l'espace d'une mémoire qui appartient au cinéma. Puis cette mémoire-là, elle est pas organisée, elle fonctionne par éclats. C'est comme si elle était enfouie dans l'océan, puis qui était ramenée par fragments sur le rivage. Et puis là, on la reçoit, puis on la collecte, puis on apprend quelque chose qui est d'une humanité commune. Beaucoup de tristesse, on traverse des ruines, on traverse, on quitte, on tombe au sol, on se relève. Mais il y a un élément parce qu'on parle beaucoup des archives, ça va de soi, mais il y a un travail sonore aussi dans ton film. Parce que tout ça, finalement, oui, on part de matériel, je veux dire, existant, mais on oublie à quel point, je veux dire, que les ramifications, je veux dire, sont aussi, je veux dire, associées à ce travail sonore. Oui. Là, j'ai fait appel à Alex Lane, parce que je savais que j'avais à peu près 500 plans, on va dire, puis si je devais construire, je savais que j'avais à construire pour chacun des plans une ambiance. Puis là, je me suis dit, non, je m'embarque pas là-dedans. Là. J'ai demandé à Alex de prendre le relais, puis il a fait un travail d'orfèvre extraordinaire. C'est-à-dire, il est vraiment entré à l'intérieur des plans au niveau sonore. Il a extrait les parties qui nous intéressaient. Il a composé quelque chose par ailleurs. Il a ajouté des sons. On est arrivé en mix, puis le mixeur Bruno Bélanger disait à Alex, comment peux-tu arriver avec autant de pistes? Il y avait comme 400 pistes, là. Ça a pris, ça a pris 12 jours pour les travailler puis les révéler. Mais ça j'étais vraiment content d'avoir travaillé avec Alex. Il a fait un travail superbe, là. Oui, mais c'est drôle comment bouge cette piste-là, d'ailleurs, parce qu'au début, il y a un moment très violent de musique très contemporaine, mais après, on s'en va plutôt vers quelque chose de non identifiable, là, mais qui, justement, est comme le prolongement des images qui nous tiennent. Oui, il y a comme un fond sonore qui est non identifiable, qui est comme une sorte de murmure qui circule dans le film tout au long du film, qui est absolument pas réaliste. Puis ça, c'est vraiment le travail de décomposition qu'Alex a fait avec les pistes. Et ça revient avec cette idée de mémoire dont on parlait au début. Hein? Il y a comme vraiment une implication entre l'image et le travail sonore. Oui, mémoire, rêve. On est dans un monde qui est pas celui de la rationalité, mais qui nous informe malgré tout sur notre état. Moi, je trouve que le film, il parle moins du passé que du présent. Il nous regarde, en fait. Les ruines qui apparaissent dans le film, c'est pas les ruines d'hier, c'est les ruines d'aujourd'hui. Les guerres qui apparaissent dans le film, c'est pas les guerres d'hier, c'est les guerres d'aujourd'hui. Mais c'est comme si ça appartenait à un esprit, à une tête, quelqu'un qui était dans une espèce de coma, puis qui se réveille d'un coma, puis qui regarde le monde, puis qui voit le monde en disant « Ah ouais, c'est ainsi que vivent les hommes. » Oui. De fait, ce que tu proposes, c'est l'attitude juste du spectateur pour recevoir ton film. Oui, je travaille beaucoup là-dessus. Et je rappelle que le film est en première mondiale, au RIDM, une première fois ce dimanche, à la Cinémathèque à 18h30, et il est repris mardi à la Cinémathèque à nouveau à 20h30. Voilà. Merci beaucoup, Sylvain L'Espérance. Merci, Sylvain. 20 minutes passent rapidement ici. Oui. On va peut-être, parce qu'il va y avoir une sortie en salle, on fera un autre 30 minutes supplémentaires pour mettre les deux bouts à bout. Okay. On te fera faire du montage de nos parties. Merci, Sylvain.